Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, oui, je m'appelle Samy en grammaire. Et il y a un truc mémotechnique pour retenir le mot en grammaire, c'est de se dire il est nul en grammaire. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, il y a deux œuvres ici présentes. Une sous la forme d'un multiple, alors qui est ici, et c'est le hachoir I love you. Ce hachoir est aussi sous une autre forme, qui est aussi sous la forme mi à mort. Et donc il y a le signifiant, on va dire ce qu'on appelle le signifiant, c'est la forme sonore du mot, et dans mi à mort, on entend mi à mort. Donc ça redouble en fait le sens, avec le message d'amour, effectivement, en langue étrangère, et le fait que ce message soit sur une feuille de boucher. Hein. Alors ici, effectivement, c'est la rencontre entre, eh bien, on se dit quand même une certaine violence et donc l'amour, hein, donc la haine et l'amour. Alors ici, je m'inspire effectivement d'un éminent psychanalyste qui s'appelle le docteur Lacan, que vous connaissez tous et toutes. Et Lacan avait inventé un terme justement. Et ce terme, c'était l'énamoration. Alors avec le mot haine, amoration. Et donc c'était l'idée que finalement la haine et l'amour étaient combinés, notamment, alors c'était lié à ses expériences de psychanalyste lors des cures, c'est-à-dire qu'effectivement ces patients qui avaient la haine, en fait, eh bien derrière cette haine se cachait une demande d'amour, en fait. Donc voilà, donc le hachoir I love you est un peu c'est une synthèse en fait. Hein. Et puis c'est aussi une œuvre qu'on pourrait qualifier de tragicomique. Donc voilà, juste c'est un élément décoratif, c'est garanti à vie et vous pouvez le passer de génération en génération pour la modique somme de, je dirais pas le prix. Alors oui, une deuxième autre œuvre qui est ici présente et qui est ce bateau à trois coques en fait. Le bateau à trois coques, donc c'est un bateau absurde en fait. Hein. On va avoir du mal à le conduire sur des océans notamment, donc cette barque plutôt. Et donc elle risque de tourner en rond en fait. Hein. C'est ce qui est le plus probable. Hein. Si on met cette barque sur l'eau, elle va tourner en rond comme ça. Et il y a aussi non pas une voile mais un drapeau avec ce bateau à trois coques. Et ce drapeau en fait c'est un drapeau que j'appelle apatride, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur, excepté la couleur gris, gris clair et gris foncé. Donc c'est aussi une espèce de petite invention, hein, bateau à trois coques, drapeau apatride, je vais y arriver. Et ce drapeau, en fait, eh bien, effectivement, qualifie des personnes éventuellement, hein, qui n'ont pas de nationalité et qui pourraient être effectivement eh bien, perdues sur les mers internationales. Et effectivement sur ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelait un boat people, hein, c'est-à-dire que ça serait un bateau de migrants finalement. Alors ici, comme c'est une œuvre monumentale, c'est un monument, mais ça serait un monument effectivement aux migrants. Alors j'ai le plaisir à dire que c'est un monument aux migrants inconnus, hein, comme le soldat inconnu hein, qu'on trouve sous l'Arc de Triomphe. Ici, en fait, c'est un monument, mais c'est aussi un contre-monument. Hein, c'est-à-dire que, alors je me cache toujours derrière des références, hein, c'est Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, qui disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc tous les monuments que vous pouvez voir dans l'espace public, eh bien, c'est des monuments qui ont été érigés par les vainqueurs et pour les vainqueurs. Hein. Et donc, moi, je fais des monuments pour les vaincus. Donc voilà, donc c'est un contre-monument. Alors ça participe d'une série de pièces, une série de contre-monuments qui, bon, alors c'est vrai qu'ils ont tous, ces monuments, ces contre-monuments, un aspect tragique. C'est-à-dire que, bien voilà, il y a un monument sur la dictature, un monument sur l'IVG, un monument, bon voilà, etc., etc. Comment est-ce que vous pourriez relier vos deux œuvres Ouais. qui sont donc dans la salle gothique, puisque
les caractérisent plutôt de façon différente. Mhm. Est-ce que vous avez un lien à établir entre les deux ou pas? Peut-être qu'il n'y en a pas. Il y en a sans doute un. Le mot auquel je pense, bien mais c'est un mot que j'aime pas et que je n'aimerais pas employer et que j'aimerais pas, sur lequel je ne veux pas travailler, mais qui finalement ressort malgré moi. Bien, c'est le mot violence, en fait. Voilà, donc autant avec le hachoir qu'avec ce bateau, hein, il y a quand même une certaine violence, en fait, qui est exprimée. Et donc soit sous une forme comique, soit sous une forme plus tragique ou historique, hein, puisque ça peut reprendre aussi le radeau de la Méduse, hein, cette barque, hein, tout à fait. Et voilà, et donc, alors effectivement, les œuvres d'art servent aussi d'exutoire, hein, pour les artistes, et donc les artistes s'aperçoivent après de ce qu'ils font, du moins. Évidemment, il y a toujours un contrôle, une maîtrise, etc. Mais j'ai remarqué que plus on cherche à maîtriser, plus on cherche à contrôler, eh bien plus l'inconscient ressort aussi. Donc en fait, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. C'est bien aussi de faire parfois des œuvres dites qu'on pourrait qualifier de spontanées, en fait. Voilà. Et puis après, on réfléchit dessus, on rebondit sur une autre œuvre, etc., etc. Ok. Et moi j'avais juste une question, le Oui. bois qui se trouve à l'intérieur du bateau. Alors ça c'est juste Qu'est-ce que c'est? une question formelle, c'est comme des chutes de bois, hein, des chutes de bois qui sont dispersées dans le bateau. Et c'est un peu, eh bien voilà, comme le radeau de la Méduse, hein, avec des chutes de bois qu'on retrouve comme ça, cassées, perdues, voilà, comme une espèce de stock comme ça qui aurait été posé là, un peu aléatoirement. Alors évidemment c'est pas aléatoire. Il y a toujours une espèce de recherche formelle concernant la disposition. Et puis il y a aussi les joints du bateau. Effectivement, les joints du bateau, c'est avec de la terre auto-durcissante. Mais bon, je fais en sorte qu'il y ait les traces de doigts pour qu'il y ait une espèce de la trace de l'humanité finalement, hein, qui est là. Alors on avait écrit une question. Oui. Vous êtes libre de répondre. Oui, oui. C'est sur les matériaux. Donc comment est-ce que vous expliquez cette exploitation constante de multiples matériaux en fonction de vos œuvres? Alors le truc c'est que ça joue beaucoup sur le langage, ma pratique artistique, donc ça joue beaucoup sur ce qu'on appelle des représentations verbales. Et donc, qui dit représentation dit aussi imaginaire. Et donc, je dirais que ça me tombe dessus, quoi. J'ai une image, une idée, alors on peut dire aussi une idée. Et j'essaie d'adapter les matériaux à cette idée, en fait. Donc, effectivement, c'est une autre manière de procéder, c'est-à-dire que je n'ai pas un médium que je vais travailler comme ça toute ma vie. Je vais plutôt adapter les matériaux, parce que ça veut dire quelque chose à chaque fois, hein. Pour le hachoir, je prends de l'inox 4 mm, inoxydable, bien lourd, bien chargé. Et puis il y a aussi le format, c'est plutôt un format d'accessoire de cinéma, hein, la feuille de boucher est beaucoup plus petite finalement. Donc tout ça, pour moi, c'est effectivement des manières de rendre l'objet avec des matériaux spécifiques, des manières de rendre l'objet plus lisible quelque part. Alors, plus lisible que visible, oui et non, mais autant lisible que visible, hein. Donc, c'est aussi des objets de réflexion pour moi, hein. Ce n'est pas seulement des objets de contemplation, mais qui peuvent aussi devenir des objets de contemplation, évidemment, hein, ça dépend du point de vue du spectateur. Donc j'ai pas tellement de... Alors après, si, c'est vrai qu'il y a des matériaux que j'aime bien travailler. Le bois, j'adore travailler le bois, ça c'est sûr. Je suis moins compétent avec le métal. Je suis pas très compétent avec la terre, hein, c'est très clair, j'ai des limites, effectivement. Je fais un peu de peinturlure aussi, je fais un peu de tout en fait, du graphisme, j'adore le graphisme, j'adore la typographie, voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent en fait. Et j'adapte en fonction des idées. Alors pour moi, ce sont des objets sur lesquels je rebondis, ce sont des objets de réflexion. Et j'espère aussi pour le spectateur, puisque effectivement, je pense que
les artistes font des actes de création symboliques, mais peuvent faire aussi des découvertes, mais aussi faire dans l'invention technique, hein, c'est aussi important. Et donc ça, c'est le cœur du métier de l'artiste quand même, acte de création, invention, découverte. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc il y a ça, et ça s'enchevêtre souvent avec du symbolique au sens bien politique aussi, hein, ça c'est clair. Bon, voilà. Alors pour moi, effectivement, l'enchevêtrement avec le politique est sans doute plus visible que pour d'autres artistes. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il le sent, hein, puisque c'est aussi ça. L'art, c'est justement l'expression d'une très grande liberté, et il faut préserver ça. Il faut préserver cette liberté. Mais toujours avec l'axe quand même invention, découverte, création. Ça me paraît la base, en fait. On peut passer à un autre type de question, plutôt sur l'appréhension des lieux patrimoniaux dans le château Gontier. En fait, est-ce que vous êtes venu auparavant, avant l'installation de Gontirama, visiter cette salle? Alors. Et est-ce que vous avez déambulé dans le château Gontier? Mais alors, quelles ont été vos impressions et vos sentiments, vos premières impressions? En règle générale, quand je fais une installation, je viens voir le lieu systématiquement. C'est super important, la prise en compte de l'espace, tourner. Alors, pour le coup, je tourne dans l'espace, je regarde les lumières, etc., pour appréhender le lieu et produire une installation. Le truc, ou faire une exposition, tout simplement, hein, même pour une exposition, le truc, c'est que là, c'était une pièce. Et donc je ne me suis pas déplacé, j'ai un peu fait le travail sur place. Mais après, ça a été quand même, pendant 2 heures, on a discuté de l'emplacement du bateau. Donc, et c'est vrai qu'avec Bertrand, il me dit non, c'est mieux là, non. Bon, voilà, donc c'est quand même toujours une certaine appréhension, en fait, hein, concernant ces bâtiments qui sont en fait très très forts, déjà, en soi. Et puis où il y a tout un tas d'éléments aussi, comme des lustres, etc., comme un piano avec lequel il a fallu s'adapter. Donc on a trouvé le hachoir, donc ça c'était vraiment bien, parce qu'on trouve aussi des tutos mis à mort, de chansons mis à mort à jouer au piano. Donc il y a un truc assez drôle, il y a un rebond comme ça, c'est assez simple, assez idiot en fait. Non. Alors, comment est-ce que vous appréhendez, comment est-ce que vous imaginez l'interaction entre le public et vos œuvres? Est-ce que vous avez, peut-être que vous n'en avez pas, ou alors est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'observer une interaction entre le public et vos œuvres notamment? Voilà, je vais vous répondre une banalité. Hein. La banalité, c'est la phrase de Duchamp, hein. C'est le regardeur qui fait le tableau. Donc le spectateur, à chaque fois, appréhende l'œuvre selon sa culture, sa subjectivité, son humeur aussi. Il y a aussi ça qui entre en jeu. Donc voilà, après il peut y avoir une part de médiation. Alors parfois pour moi, trop de médiation tue la médiation. Donc, bon. Mais il y a une part de médiation aussi sur ce que l'artiste a voulu faire. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Justement, je disais ça tout à l'heure. Pour cette pièce, la première fois que je l'ai présentée, il y a 2 spectatrices qui m'ont sorti une version que je n'avais absolument pas pris en compte, en fait. Et j'ai trouvé ça très très bien, et même mieux. Donc, quelque part, voilà, les spectateurs se font leur film, quelque part. Donc, j'ai pas autorité quelconque pour imposer quoi que ce soit. Okay. Voilà. On peut terminer l'interview en vous posant la question si vous avez des goûts ou des tendances actuelles en ce moment à partager avec le public, que ce soit en termes de littérature, d'exposition, de musique, de films aussi. Est-ce qu'il y a un petit coup de cœur à partager? Alors alors moi mon problème, c'est une espèce d'obsession
pour la philosophie, en ce moment la psychanalyse. Alors, il y a un film qui est pas mal que j'ai vu, c'est Dernière session de Freud avec Anthony Hopkins, et qui vraiment pose bien les choses concernant la relation entre eux, eh bien, un croyant et un athée. Hein. Donc ça, c'est une très bon film, très bon film pour introduire la psychanalyse aussi. Enfin bon, je veux dire de manière très basique, très lambda. Et puis après, comme je suis dedans à fond, je suis encore en train de lire, parce que j'en ai lu pas mal, un séminaire de Colette Soler, alors S-O-L-E-R. Et Colette Soler, en fait, est une éminente commentatrice des œuvres de Jacques Lacan, lui-même psychanalyste. Donc je ne sors pas de ça en ce moment, c'est un peu ma passion. Après, voilà, hein, ça reste un peu des niches, hein, c'est un petit peu spécialisé. Mais après, oui, alors après c'est par vague. À un moment, je me suis vachement intéressé au féminisme aussi. Et je conseille d'ailleurs comme premier ouvrage fondamental, évidemment, c'est la base, hein, c'est juste des bases, mais c'est Le Deuxième Sexe, hein, en 2 tomes de Simone de Beauvoir. Donc celui-là, il faut le lire, quoi. Oui, absolument. Il faut le lire jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, elle annonce déjà le féminisme intersectionnel des années 80. Donc c'est quand même un ouvrage qui a été écrit en 1949 et qui avait déjà des visions extrêmement larges et qui en fait, cet ouvrage a couvert, alors je vais vous le dire comme ça, hein, entre 30 et 40 ans d'études universitaires. Hein, pendant 30-40 ans, ça a donné des sujets de travail à l'université, en fait, hein, concernant le féminisme. Alors, quand je dis ça, je sais que, effectivement, je ne suis pas bien placé pour le dire, blablabla, et que, effectivement, beaucoup n'aiment pas Beauvoir pour telle ou telle raison. Mais je pense que c'est quand même un peu la base, parce que c'est elle qui, en fait, eh bien, invente, alors, en sachant qu'il y avait du militantisme féministe auparavant, hein, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est clair, effectivement. Mais elle invente la discipline au sens dur, au sens universitaire du terme. Donc, le féminisme est un domaine, est une discipline incontournable. Tu vois, c'est ça en fait. Ce n'est plus genre une espèce de militantisme que le politique, tu vois, peut balayer d'un revers de manche. Et c'est ça c'est très important. Très important parce qu'elle envoie aussi un pavé dans les fenêtres de l'université. Tu vois, enfin, il y a un truc comme ça, et donc c'est essentiel, en fait. C'est comme une Bible, c'est comme Darwin, c'est des avancées, c'est des auteurs comme ça qui sont essentiels, en fait. D'accord. Voilà. Autrice, aussi, on peut dire comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas ? Avant de passer à l'échafaud, c'est ça? Non, mais pour nous, en tout cas, on a posé toutes nos questions. Non, mais je suis très bavard, donc je crois que là, il faut que j'arrive à me taire aussi de temps en temps. Hein? On a de la matière. Oui, vous avez de la matière, donc voilà. Mais Oui, ok, voilà, on peut s'arrêter là, du coup ? Ça marche. Merci.